tous nomophobes ou pas, ou si nos ados, en tout cas, le sont, et nous peut-être également. Nous verrons. J'ai donc le plaisir d'animer cette soirée, ce webinaire avec Arnaud Guessin, papa de 2 enfants qui grandissent. Un jour, il aura des ados, ingénieur de formation, geek à ses heures perdues et pleines, et cofondateur de l'application MyTwiga, dont nous vous donnerons quelques informations, sur laquelle nous vous donnerons quelques informations à la fin de ce webinaire. Bien, bonjour, bonjour à tous. Pardon. Une fois de plus, j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Nadège. Donc, Nadège qui est psychologue, spécialiste des relations parents-adolescents depuis plus de 15 ans et cofondatrice d'APECOM et de MyTwiga, et qui, je pense, à force de co-animer nos webinaires, devient elle aussi un peu geek. Alors, ce soir, effectivement, on va parler d'une drôle de maladie, d'un trouble phobique un peu étrange, donc la nomophobie, qui touche autant les adultes que les adolescents. Et comme c'est la spécialité de Nadège de parler des phobies et des troubles, je laisserai d'abord Nadège vous présenter ce qu'est la nomophobie, et ensuite, je vous exposerai concrètement comment on peut, en tant qu'adulte, atténuer la nomophobie et se réguler, et pour mieux encadrer nos ados qui, comme nous le verrons, sont beaucoup plus exposés à ce phénomène de la nomophobie. Oui, alors je vais commencer déjà par vous en donner une définition, évidemment, comprendre ce que l'on veut dire par nomophobe. Alors j'ai découvert cette vidéo qui, je trouve, en quelques minutes nous donne vraiment le contexte. Je la partage dès à présent avec vous. Parlons peu, parlons bien. Nomophobie, on nous l'a dit, c'est le mot de l'année 2018 élu dans le monde anglo-saxon. Nomophobie était entrée dans le petit Robert en 2017 et nomme l'angoisse de se retrouver privé de son téléphone. Et pour cause, puisqu'on a mis sa vie dans l'objet en question. L'heure qu'il est, le courrier, le temps qu'il fait, ce que l'on sait, ce que l'on ignore, le lieu où on se trouve, les gens qu'on connaît, ce qu'on va voir, où, quand, comment et pourquoi, des applications pour tout et pour tout le monde. Normal qu'en le quittant quelques instants, on se sente habité par un vide abyssal. Vient alors la fièvre accompagnée de palpitations. Je n'ai plus de batterie. Y a-t-il un chargeur dans l'assemblée? Pitié, libérez-moi, délivrez-moi. Trêve de plaisanterie. Mais d'où vient ce drôle de mot? On reconnaît qu'il se compose de l'élément phobie qui renvoie en grec, phobos, phobia, à une fuite soudaine due à une peur panique et souvent irrationnelle. En français, on a conservé l'idée de peur en ajoutant la notion d'aversion et parfois de dégoût ou de haine. En voici quelques exemples. Claustrophobie, peur de l'enfermement, amatophobie, crainte de la poussière, apopatophobie, peur d'aller à la selle, et bien sûr, l'hippopotomonstroséskipédaliophobie, la peur des mots trop longs, et on comprend pourquoi. Mais nous nous égarons. Le nomo de nomophobie n'est ni du grec ni du latin, mais une drôle d'invention anglaise. L'apocope de No Mobile Phone, littéralement, pas de téléphone portable. Qu'est-ce qu'une apocope? Il s'agit de la troncation de la fin d'un mot, et en l'occurrence d'un groupe de mots. Ce qui tombe bien en anglais, c'est que le faux de phobia se retrouve dans le faux de mobile phone, ce qui n'est pas forcément le cas en français. On l'entend à la rigueur dans téléphone intelligent, mais aussi dans smartphone, un anglicisme qu'on emploie en français. Mais que faire du portable en France et aux Antilles, du GSM en Belgique, du cellulaire au Québec et du Natel en Suisse? Qu'importe le nom, pourvu qu'il y ait l'addiction. Alors, vous l'aurez compris, la nomophobie, c'est la peur d'être séparé de son téléphone portable. La nomophobie, c'est le fait de se sentir comme tout nu, perdu, coupé de sa vie, de ses contacts, de toutes les personnes qui peuvent nous être chères parce que nous n'avons pas notre téléphone portable. Et c'est un tel inconfort, peut-être pas une peur, mais en tout cas un tel inconfort que nous faisons demi-tour, nous repartons chercher le fameux téléphone, ou bien, nous faisons en sorte d'avoir toujours assez de batterie avant de sortir.
Et cette notion de nomophobie, eh bien, elle nous concerne aujourd'hui aussi bien les adultes que les enfants, avec des chiffres qui peuvent inquiéter quand on regarde eh bien, notre consommation d'écran. Alors, les chiffres que vous avez à l'écran sont issus du livre de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital. Et d'après les chiffres qu'il présente, qui sont un petit peu à, à pondérer ces chiffres, mais en tout cas, ils parlent de 49 heures par semaine sur leurs écrans pour nos adolescents. Donc, 49 heures, ça veut dire plus de temps sur les écrans qu'en cours. Ça veut dire surtout 2400 heures d'écran par an, ce qui représenterait, mis bout à bout, 2,5 années scolaires et surtout 40% du temps éveillé de nos adolescents. Alors évidemment, on a rapidement le vertige quand on voit de tels chiffres, surtout que la moyenne des écrans dans nos foyers aujourd'hui en France serait passée à une moyenne de 7 écrans. 7 écrans minimum pour la famille, avec pour nos adolescents 68% d'entre eux qui auraient un ordinateur, 81% qui auraient un smartphone, 67% une console de jeu. Donc on voit un multi-écran. Alors même si la nomophobie concerne particulièrement le téléphone portable, nous allons l'élargir bien sûr sur la question de tous les écrans. Et puis surtout, il y a un chiffre qui doit nous alerter et qui peut d'ailleurs, je pense, être peut-être un petit peu, lui, pondéré à nouveau, mais globalement, nous regarderions 221 fois par jour notre téléphone portable. Alors, on n'est peut-être pas tout à fait à ce chiffre, mais plus d'une centaine de fois par jour, ça c'est certain. Et donc, ça montre bien comment nous avons pris l'habitude d'avoir ce téléphone portable comme extension de notre main et de notre cerveau. Maintenant, il y a peu de files d'attente ou de salles d'attente où nous ne sommes pas le nez dans notre portable, que ce soit nous ou nos adolescents. Alors, cela peut quand même avoir des impacts, évidemment, à partir du moment où on va parler de surconsommation d'écran et à partir du moment où le fait de ne plus être connecté à ces écrans va entraîner de l'inconfort, de la peur, voire du mal-être. Alors, ça peut avoir un impact, bien sûr, sur notre santé, hein, notamment le fait de moins bouger, le fait d'être donc automatiquement moins sportif, moins aller dehors. Cela peut avoir un impact sur notre vie sociale et le fait de moins aller chercher le contact, en tout cas le contact direct avec les autres personnes, le fait notamment de ne plus se regarder, de ne plus essayer d'avoir des échanges. Un impact aussi sur les apprentissages, alors bien sûr ceux de nos adolescents, mais éventuellement les nôtres aussi, nous adultes, parce que nous sommes happés par d'autres informations, d'autres éléments plutôt que, par exemple, lire ou aller contempler, visiter des musées ou ce genre de choses. Et puis, un impact sur l'image de soi, là, qui dépend de ce qu'on est en train de regarder. Alors, à tel point que maintenant, il y a des propositions de digital detox, le fait de réussir à se séparer de son téléphone portable, des retraites sans téléphone, des camps militaires, le fait de passer en mode détox et de quitter ce fameux téléphone, à tel point que certaines personnes d'ailleurs payent très cher ces quelques jours de déconnexion. Alors ça, c'est sur notamment les cerveaux adultes. Cela va avoir d'autant plus d'impact sur les cerveaux de nos adolescents. Alors pourquoi? Parce que leurs fameux cerveaux, eux, sont encore en travaux.
il y a au niveau du cerveau adolescent toute une réorganisation, tout un champ de connexions qui se font au moment de l'adolescence. Et si on prend les grandes zones du cerveau adolescent, hein, on voit qu'un cerveau humain, il sera vraiment mature qu'à 25 ans. Il y a une zone qui est très importante, qui est dans la zone émotionnelle, celle que on va appeler notre zone un peu automate. Vous voyez la partie orange sur mon écran et notre écran. Et cette partie automate qui va faire lier les émotions et la mémorisation, elle est aussi contrôlée, orientée vers une zone qui s'appelle le noyau accumbens et qui est notre système de récompense. Alors, ce système de récompense, cette aire, elle est particulièrement sensible à une hormone qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est elle qui vient nous apporter du bien-être quand nous avons le sentiment de vivre une récompense, quand nous avons le sentiment de vivre quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet de nous sentir mieux dans notre peau. Et nous avons deux circuits de dopamine. Nous avons un circuit long et un circuit court. Alors, le circuit long, c'est le circuit qui va récompenser nos efforts sur le long terme. Vous passez devant une boulangerie et vous avez très envie d'un gâteau, mais vous pensez à votre summer body, comme l'on dit, vous pensez à tous les efforts que vous êtes en train de faire, peut-être même au régime que vous êtes en train de faire depuis quelques mois, et vous résistez au fait de rentrer dans la boulangerie. Vous allez quelque part vous auto-récompenser. Là, vous avez quand même de la dopamine qui va arriver, mais par ce fameux circuit long, parce que c'est une promesse en quelque sorte d'avoir plus de dopamine par la suite et d'avoir une vraie récompense. Donc vous aurez moins de dopamine sur le moment, mais plus à la fin. Donc c'est cette capacité d'être sur un circuit long. Mais imaginons que vous passez devant la boulangerie et que vous craquez et que vous allez vous acheter ce fameux gâteau, vous allez avoir de la dopamine immédiate. Là, on est sur un circuit court, mais qui risque de s'arrêter très rapidement parce que vous allez penser à la suite et notamment à cet été. Et donc, vous aurez une arrivée de dopamine, mais qui ne va pas durer, qui va être assez courte et instantanée. Nous avons les deux systèmes et les deux systèmes cohabitent. Un adulte va réussir plus facilement à tenir compte de ce système long parce que son cerveau, notamment, est plus stable, moins sensible aux émotions et que également le cerveau adulte mesure mieux, contrôle mieux, planifie mieux l'avenir. Et donc, nous sommes, nous, adultes, beaucoup plus enclins à privilégier le circuit long que le circuit lourd. Nos adolescents, eux, par contre, eh bien, ne sont pas aidés par ces deux fameux systèmes. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, ils ont plus de sécrétion de dopamine et ils sont plus sensibles à la dopamine immédiate. Ils aiment particulièrement ce circuit court et ils ont une hypersensibilité au fait de pouvoir recevoir rapidement de la dopamine. Donc, chez eux, ce fameux circuit court est particulièrement activé. Ils ont en plus beaucoup plus de mal que nous, adultes, à se projeter sur le moyen et long terme. Voilà, la partie du cerveau, la partie supérieure qui leur permet d'avoir cette planification est, elle, pas encore connectée à 100%. Et donc, ce fameux circuit de récompense va fonctionner particulièrement, et c'est ce qu'Arnaud nous expliquera bientôt, il va être particulièrement sensible aux sollicitations. Donc ça, c'est déjà le premier élément qui explique que nos adolescents vont être plus sensibles et donc vont plus facilement
pouvoir être nomophobes que les adultes. Et puis, il y a un autre élément également, c'est que leur système d'attention est moins musclé que nous, adultes. C'est-à-dire que nous avons deux systèmes d'attention, soit une attention dite volontaire, une attention que nous allons nous-mêmes porter sur les choses, une attention qui va nous demander du temps, de l'énergie. Et puis, nous avons une attention réflexe. Voilà, volontairement, je suis en train de faire du bruit parce que j'attire comme ça votre attention. Mais c'est votre attention réflexe là qui joue. Quand vous êtes concentré sur ce que je dis, c'est de l'attention volontaire. Et quand je fais ça, c'est de l'attention réflexe. Eh bien, nos adolescents et les enfants aussi sont particulièrement sensibles à l'attention réflexe pour une bonne raison, hein, c'est qu'elle ne nous coûte pas tellement en termes d'énergie, elle est plus facile. Et donc, ils vont, et le téléphone, on le verra, est particulièrement basé par rapport à cela, donc leur attention va être sensible. Ils peuvent bien sûr utiliser leur attention volontaire, mais je le répète, elle est plus fragile chez les adolescents, très coûteuse en énergie, et c'est souvent ce qui leur manque, l'énergie, d'où le fait pour eux d'aller d'aller chercher plutôt parfois la fuite dans leurs écrans. Mais en plus, alors ils ne sont déjà pas aidés par rapport à cela, vous l'aurez compris, mais ce que va nous expliquer maintenant Arnaud, c'est qu'en plus, ce qui est présent dans le téléphone portable, et notamment certaines applications, sont faites de telle façon qu'elles viennent appuyer sur les failles de nos adolescents. Merci Nadège. Alors, avant de vous exposer les moyens concrets pour atténuer cette nomophobie qui peut être problématique, je vais d'abord vous parler d'une nouvelle science. Parce que la source du problème ne vient pas tant de l'objet en lui-même, mais de ce que les applications font de cet objet qu'est le smartphone. Et c'est là qu'intervient cette nouvelle science qui s'appelle la captologie. Et la captologie, pour faire simple, c'est une science numérique qui applique les neurosciences dans le design des applications pour capter l'attention de l'utilisateur. C'est une science dont le but est d'utiliser nos biais cognitifs naturels, influencer notre comportement. Et le but recherché ici est uniquement de capter le maximum de temps de cerveau disponible. C'est le but de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention, qui est l'économie du numérique. Alors nous savons que nous avons tous un penchant naturel à l'addiction, mais le problème dans l'économie de l'attention, c'est qu'elle va utiliser des techniques, on va parler de brain hacking, de dark design, de dark pattern, et des algorithmes très puissants qui vont surexploiter ces biais pour capter un maximum de notre temps de cerveau. Et c'est là que c'est insidieux et que cela peut avoir potentiellement des effets très néfastes, comme l'a démontré Nadège à l'instant. Alors, on touche ici à un vrai sujet de société et de développement personnel. Est-ce bien moi qui fais le choix de passer du temps sur telle application ou tel réseau social, ou est-ce que je ne me suis pas fait hacker, pirater mon temps libre par des applications qui me manipulent? Alors comment lutter ou atténuer les conséquences de ce besoin qu'a l'économie d'attention d'exploiter jusque dans ses moindres recoins notre temps de cerveau disponible? C'est ce que nous allons voir. Et la première chose, c'est d'être conscient des biais et des techniques qui entrent en jeu et qui sont utilisés à notre insu. Alors, je pourrais d'ailleurs par la suite vous recommander un certain nombre d'ouvrages qui peut être intéressant de lire justement sur ce sujet parce que c'est un sujet très très vaste. Alors quoi qu'il en soit, je peux vous citer quelques exemples de biais que vous connaissez qui sont exploités avec ce que l'on appelle le dark design. Alors par exemple, on exploite notre peur de rater quelque chose avec les fils d'actualité continus qui ne s'arrêtent jamais. On retrouve ça sur Facebook, mais surtout sur TikTok. C'est extrêmement puissant, il est très difficile de s'arrêter car ça joue aussi sur un autre biais qui est celui de la gratification immédiate, comme disait Nadège, et surtout de la gratification aléatoire. Je ne connais pas la suite et je vais peut-être tomber sur quelque chose d'extraordinaire et surtout, je sens que si j'arrête maintenant, ce sera comme par hasard, juste avant la vidéo la plus drôle ou l'actu qu'il ne fallait pas rater. Voilà. Et c'est ce sentiment naturel et ce biais qui est exploité ici dans ces applications.
Alors, l'attrait pour les gratifications aléatoires fonctionne aussi très bien avec le fameux pull refresh. Vous savez, vous slidez vers le bas comme ça pour déclencher une mise à jour et avec un geste qui n'est pas dû au hasard là aussi et qui nous rappelle le geste, vous savez, de la machine à sous. Voilà, c'est exactement le même processus. On exploite également le besoin de reconnaissance et de comparaison qui est utilisé classiquement sur les réseaux sociaux avec les likes, le nombre de vues ou le nombre d'amis. Il y a également notre attirance pour les couleurs vives, ce qui bouge, certains types de bruits. Et là, on pense évidemment aux notifications ou aux récompenses. Comment résister à la petite pastille rouge qui bouge et qui vient d'apparaître avec un chiffre dedans. Un autre biais qui est exploité est celui de notre cerveau qui privilégie le moindre effort, notamment dans le fait de devoir faire un choix. Faire un choix demande de l'énergie à notre cerveau. Quelles sont les alternatives possibles, peser le pour, peser le contre. Alors, comment on exploite ce biais? Eh bien, on fait le choix à notre place. Et ce sont notamment les suggestions et le déclenchement automatique des vidéos sur YouTube ou Netflix, par exemple. Et on a aussi un biais qui s'appelle la peur de perdre, qui est très puissant, surtout lorsqu'il s'agit de perdre quelque chose qu'on a estimé avoir acquis. Et je vais vous illustrer ça par un exemple très parlant. Alors, le message ici, c'est bien de vous montrer que rien n'est fait au hasard et que tout cela est pensé. Et c'est pourquoi je vous présente là rapidement le hook model, donc le modèle du crochet en français, théorisé par Nir Eyal et qui a inspiré de nombreux créateurs d'applications de la Silicon Valley. Le titre de son livre en français, on pourrait le traduire par « Comment faire des applications qui rendent addicts ». Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais simplement prendre un exemple concret qui est justement utilisé pour manipuler vos ados. C'est le système des flammes sur Snapchat et qui est l'exemple de ce qu'on appelle un dark pattern, c'est-à-dire qu'on va inciter l'utilisateur à réaliser une action qui a un but caché. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les flammes de Snapchat, c'est un indicateur d'amitié. Si vous envoyez un message par jour à votre ami, vous avez une flamme qui vient incrémenter un compteur d'amitié. Plus vous avez de flammes, plus votre amitié est solide. Le hic, c'est que si vous ratez une seule journée où vous n'envoyez pas de message, le compteur retombe à zéro. Alors à ce stade, qu'on soit bien clair, Snapchat se fout royalement de l'amitié que porte votre ado à son ami. Snapchat veut juste que votre ado revienne tous les jours sur son application pour capter la plus grande part de marché dans le temps de cerveau de votre enfant qui reste encore disponible. Et pour cela, les créateurs de Snapchat exploitent un biais cognitif connu qui est l'aversion à la perte et qui est, on l'a vu, très puissant. Et ils utilisent ensuite la technique du hook de Nir Eyal. Alors, le premier point, vous voyez, c'est trigger en anglais, ça veut dire le déclencheur. Le déclencheur, c'est quoi? Il faut que j'envoie une photo aujourd'hui ou je vais perdre mes flammes. Le 2, c'est l'action. J'envoie la photo à l'ami en question sur l'application. Le 3, la récompense, la gratification, les flammes sont maintenues. Là, il y a déjà de la dopamine qui arrive. 4e point, l'investissement, c'est le plus important. La photo que j'ai envoyée va augmenter mon compteur et m'inciter à revenir demain pour ne pas perdre les flammes et donc pour garder tout l'investissement que j'y ai mis. Ces flammes m'appartiennent et je n'ai pas envie de les perdre. Donc, on rentre donc dans la boucle infinie qui est recherchée et qui va faire que votre ado va revenir sur son application tous les jours. Et ça, grâce notamment aux neurosciences et à la dopamine dont parlait Nadège tout à l'heure. Alors, créer une habitude, ce n'est pas un mal en soi, une application de méditation ou de régime qui vous incite à avoir des habitudes bénéfiques, ce n'est pas un mal. Mais ce n'est pas un mal tant que le but est partagé de manière transparente avec l'utilisateur. Je veux m'habituer à méditer, je veux maigrir, j'ai besoin qu'on me challenge. En l'occurrence, là, dans l'exemple de Snapchat, ce n'est pas le cas. Le but est caché et il y a donc manipulation. Alors maintenant qu'on a conscience des techniques qui sont utilisées, je vais vous donner quelques règles pratiques que vous pouvez mettre en place pour vous et qui seront d'autant plus efficaces ensuite pour accompagner votre ado. Alors en 1, évidemment, c'est désactiver un maximum les notifications. Ne gardez que celles qui vous intéressent et qui ont un but précis. Le rappel de ma méditation, par exemple, ou de mes rendez-vous. Ensuite, évitez le son, coupez le son des notifications. Comme ça, vous ne voyez que la notification lorsque vous avez décidé de consulter votre smartphone. Ce n'est pas la notification qui vient à vous. Ensuite, une idée importante est d'exclure le smartphone des moments de vie bien déterminés où il n'a pas d'utilité, où il n'a pas à s'immiscer.
hein, je suis en famille avec mes enfants, je n'ai pas à être dérangé par la notification d'un réseau social. Et l'idée, là, c'est de réserver des espaces physiques, hein, et des situations sans le téléphone. Alors là-dessus, on peut commencer petit et ensuite étendre ces moments off progressivement. Mais je vais vous donner quelques exemples tout bêtes qui vont aller dans ce sens. Alors, c'est le slide d'avant, Nadège. Voilà. Le premier point, c'est réserver une place physique pour votre téléphone dans la maison. Voilà, c'est tout bête. Alors moi, j'y vois 3 avantages. 1, votre smartphone ne vient pas envahir tous les espaces de la maison. 2, vous ne risquez plus de le poser n'importe où et d'être ensuite en panique lorsque vous ne savez plus où il est. Et enfin, 3e avantage, et pas des moindres, il sera plus souvent chargé. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième, donc, si on donne un espace dédié pour le téléphone, ça veut dire aussi des espaces ou des moments où on interdit le téléphone. Donc, à chacun de voir, mais c'est vrai qu'en général, les moments en famille, comme les moments à table, il vaut mieux éviter le téléphone. Et pour les ados, éviter le téléphone dans les chambres, du moins le plus longtemps possible. Et donc, du coup, j'en arrive au point suivant, un conseil tout simple et qui permet aussi aux parents de montrer l'exemple. Achetez un réveil, comme avant. Un réveil a l'unique fonction de vous réveiller et de vous donner l'heure sans agresser vos yeux lorsque vous vous réveillez en pleine nuit. Voilà. Ensuite, le dernier conseil, qui est un petit clin d'œil à la dernière question de notre quiz de tout à l'heure, achetez ou abonnez-vous à des magazines, parce que même si dans l'absolu, ce n'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique, ça sera toujours plus que de se coller le magazine sur la joue ou sur l'oreille après l'avoir lu, là où on avait cru bon de le lire, parce qu'à y réfléchir, c'est quand même un peu ça qu'on fait. Voilà. Enfin, ayez des références de temps. Ce n'est pas toujours facile, il y a des outils maintenant pour ça qui sont en natif sur les téléphones. Chaque OS a son application de gestion du temps. Temps d'écran chez Apple, chez Google, ils appellent ça bien-être. Le principal, alors ce n'est pas le temps qu'on y passe dans l'absolu, même si ça peut faire prendre conscience de certaines habitudes, mais c'est surtout dans la variation du temps que c'est intéressant et puis c'est assez bien fait. Alors vous avez, pour information évidemment, des tutos qui peuvent servir justement dans l'application Parents, car ce sont les mêmes outils que ceux que vous devez maîtriser lorsque vous donnez un smartphone à votre ado, mais simplement appliqués à vous-même. Donc, vous faites une pierre de coups en sachant les maîtriser pour votre propre usage. Voilà pour ces petites propositions qui peuvent aider justement à prendre conscience d'utiliser moins ou mieux le smartphone. Le but, ce n'est pas de ne plus l'utiliser, il nous rend énormément service, mais de l'utiliser plus intelligemment et surtout de décider réellement quand on en a besoin et quand on en a envie, en toute liberté et en toute conscience. Donc, ce qui, par voie de conséquence, devrait œuvrer pour un meilleur équilibre de vie, n'est-ce pas, Nadège ? Et oui, l'objectif, c'est d'arriver à l'équilibre numérique. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment l'élément. Les écrans, tu viens de le dire, font partie de notre vie. L'idée est de les laisser à la place où elles devraient se trouver, était effectivement donc de prendre en compte le temps d'écran, et ça, c'est un élément important. Je le rappelle en différenciant quand même temps professionnel, entre guillemets, et temps récréatif. Mais il y a aussi la question du contenu de nos écrans. Ce n'est pas seulement d'en faire moins d'écrans, c'est aussi de se poser la question de la qualité de nos écrans, qu'est-ce que nous sommes en train de regarder, et bien sûr de faire attention à nos moments d'utilisation. Il y a des instants où il est tout à fait approprié d'être sur notre téléphone et de s'isoler, de se reposer, éventuellement de se divertir sur notre téléphone. Mais bien sûr, quand les téléphones et les écrans nous coupent de nos relations sociales et des autres, eh bien là, il y a des difficultés. Et puis l'idée, c'est quand même de proposer, comme tu le disais, des instants, voire des journées de temps en temps de diète numérique, d'amaigrissement numérique pour pouvoir profiter bien de la présence des autres, du grand air, etc. Alors, je le rappelle,
l'idée de tout ça, c'est de se souvenir que nous, parents, nous sommes responsables, nous sommes avant tout des modèles pour nos enfants et que l'idée, c'est d'allier à la fois nos compétences dans le numérique et nos compétences en tant que parents pour accompagner nos enfants le plus possible dans cette vie numérique. C'est l'objectif notamment de l'appli que nous avons créé, l'appli MyTwiga, à la fois l'appli parent et l'appli ado. Je vous rappelle que cette appli parent, elle est gratuite. Elle est là pour vous accompagner à la fois dans vos compétences numériques et dans vos compétences de parents. Elle vous propose un parcours pédagogique et numérique sous forme de petites vidéos qui ne prendront pas trop de temps. L'idée n'est pas de vous rendre à nouveau trop dépendant, des ressources, des conseils personnalisés. Et puis l'idée aussi, et c'est ce que tu vas nous présenter, c'est de continuer à former nos adolescents pour qu'ils deviennent des utilisateurs compétents de ces écrans. Oui, tout à fait. Donc, juste un mot sur l'application MyTwiga Ado, effectivement, qui propose un parcours d'apprentissage, donc avec toute la pédagogie MyTwiga, c'est-à-dire sans moralisation ni infantilisation. C'est un parcours qui utilise les codes de communication de nos ados et qu'on a gamifié. Et dans ce parcours, eh bien, on va traiter de tout ce qu'il faut pour être autonome et responsable dans ses usages numériques. Donc, on va avoir des sujets comme la sécurisation de la vie privée, la gestion de ses réseaux sociaux, comment s'informer correctement, etc. Et on y traite également de la gestion du temps. Et on explique notamment ce que l'on a vu tout à l'heure sur les flammes de Snapchat et des biais naturels qui sont utilisés pour le manipuler. Voilà, l'objectif, c'est de considérer les ados comme des futurs adultes et donc comme des enfants et de leur donner les clés pour qu'ils comprennent le monde numérique dans lequel ils sont et qu'ils puissent agir en conséquence.